Mesdames, Messieurs, chers et chers collègues, chers élèves et étudiants, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à l'École nationale des Chartes. Vous êtes particulièrement nombreux ce soir. Je pense que nous atteignons des records d'audience pour la deuxième conférence de l'année universitaire du cycle Les Mardis de l'École des Chartes, dont le but est de présenter l'actualité éditoriale des chartistes. Et ce soir, c'est au tour d'Alexandre Maral, donc archiviste paléographe, docteur ès-lettres, actuellement conservateur général au musée des châteaux de Versailles et de Trianon, également directeur de son centre de recherche, de nous présenter son ouvrage récemment paru aux éditions Belin et intitulé Madame de Maintenon, la presque reine. Monsieur Maral, vous êtes l'auteur d'une thèse d'école des Chartes consacrée déjà à Versailles, puisque vous aviez choisi comme sujet de thèse la chapelle royale de Versailles. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à Versailles, ainsi qu'à des personnalités politiques du XVIIe siècle, dont Madame de Maintenon. Comme le veulent les modalités du cycle des mardis, la présentation de ce soir se fera en dialogue avec une personnalité ayant accepté d'endosser le rôle du discutant et qui n'est autre donc ce soir que monsieur Jean-Christian Petit-Fils, écrivain, historien et politologue. Monsieur Petit-Fils, faut-il vous présenter? Je vais tâcher de le faire en quelques mots. C'est un très grand honneur que de vous accueillir ce soir à l'École des Chartes. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, dont certains, parmi les plus récents, sont d'ailleurs présentés ici, donc à la tribune et également donc sur le palier en sortant de cette salle. Et je pense notamment à votre très récent ouvrage abondamment commenté, intitulé Histoire de la France, le roman national. Donc un grand... Voilà, le vrai roman national. Un grand merci à vous d'avoir accepté le principe de cette conférence. Mais place maintenant à Madame de Maintenon, que l'ouvrage présenté aujourd'hui permet, si j'ai bien compris, d'aborder en dépassant la méthode strictement biographique, qui est d'ores et déjà l'un des genres les plus difficiles qui soient, en permettant donc de resituer le personnage dans son milieu, dans ses réseaux, et donc en nous donnant ainsi un accès privilégié à toute une époque, à ses rouages, aux rouages qui sont celles de la société et de l'époque du personnage. Donc merci, un grand merci à tous deux pour le principe donc de cette belle conférence. Nous vous écoutons sans plus tarder et bienvenue à tous. Bien, merci beaucoup, Madame la directrice. Mesdames, Messieurs, nous nous réunissons ce soir à l'occasion, en effet, de la parution du dernier livre d'Alexandre Maral, consacré à Madame de Maintenon, coédité par les éditions du Château de Versailles et les éditions Belin. Alors, je reprends un peu le curriculum vitae d'Alexandre Maral, qui est diplômé de l'École du Louvre, diplômé de l'École des Chartes, par conséquent archiviste paléographe, docteur ès-lettres. Après son entrée à l'École nationale du patrimoine, Alexandre Maral a été affecté comme conservateur chargé des sculptures du musée Granet d'Aix-en-Provence, a été pensionnaire pendant 2 ans, je crois, à l'Académie de France à Rome, a été affecté ensuite au Centre de recherche et de restauration du Musée de France, puis au château et domaine de Versailles et Trianon, où il est conservateur général, chef du département des sculptures et du centre de recherche. C'est un grand spécialiste, vous le savez, de la sculpture française des XVIIe et XVIIIe. Je dirais même c'est le grand spécialiste de cette matière. Non. Il a été l'organisateur, et vous le savez aussi, et le commissaire de nombreuses expositions que vous avez sans doute tous vues. Alexandre Maral est en outre un historien des XVIIe et XVIIIe siècles, extrêmement compétent, profond, allant au fond des choses, aux idées claires et au style brillant. On lui doit une trentaine de monographies, dont 2 livres sur Madame de Maintenon. Alors, Alexandre Maral est en outre historien des XVIIe et XVIIIe, extrêmement compétent, profond, allant au fond des choses dans chacune de ses études, aux idées claires et au style brillant.
On lui doit une trentaine de monographies, dont 2 livres sur Madame de Maintenon, des études sur la chapelle royale de Versailles, sur Louis XIV, la mort de Louis XIV, la cour, le sculpteur François Girardin, etc. Son dernier livre, celui qui va nous occuper ce soir, fera certainement date dans l'historiographie, pour 2 raisons, je dirais. D'abord, le point de vue original, contestable, contesté, on va le voir, qu'il adopte sur Madame de Maintenon, et puis l'utilisation qu'il fait de sources très solides, ce que les historiens de Madame de Maintenon n'ont pas pu faire, puisque les 11 tomes de sa correspondance n'avaient pas été publiés, l'édition critique. J'ajoute que nous nous connaissons depuis de longues années, que nous avons des liens d'amitié et que nous participons tous les deux au comité scientifique de la revue Versailles, qui est la revue des Amis de Versailles. Personnellement, je n'ai pas écrit sur Madame de Maintenon, mais je l'ai rencontrée à plusieurs reprises. Et oui, parce que j'ai écrit 2 livres sur les favorites royales, Mademoiselle de la Vallière et Madame de Montespan, surtout. Une biographie de Nicolas Fouquet, ce Nicolas Fouquet qui, comme nous disait Madame de Sévigné, la poursuivait de ses activités et pour qui elle était obligée de s'en les dire. Je parle de Madame de Maintenon, Madame Scarron. Et puis une biographie de Louis XIV, où j'ai essayé de présenter le personnage et de mesurer son influence à la cour. Madame de Maintenon, vous le savez tous, a fait l'objet d'une biographie romancée à succès, L'Allée du Roi de François Chandernagor, et d'un téléfilm absolument remarquable de Nina Campanese. Mais ce qui frappe lorsqu'on étudie la vie de cette femme, c'est la diversité des points de vue. D'un historien à l'autre, on a l'impression que nous ne sommes pas en présence de la même femme. C'est le mystère même qu'a voulu entretenir Madame de Maintenon, d'où la nécessité absolue de revenir aux sources. Cher Alexandre, je vous passe la parole. Merci. Alors tout d'abord, merci Madame la Directrice de nous accueillir, chers collègues. Moi, je suis ravi de revenir à l'École des Chartes. On parlait de 1993, c'était mon année de sortie, ça fait donc 25 ans, c'est fou comme le temps passe. Alors c'était l'ancien site, là je découvre, enfin je suis déjà venu, mais pas jamais pour donner une conférence comme ce soir ici. Merci beaucoup aussi Jean-Christian d'avoir accepté d'être le discutant pour cette conférence à 2 en fait. Et moi je suis ravi, vous parliez de cette amitié, j'en mesure les effets aujourd'hui entre autres. Et puis, merci à vous tous d'être venus. Alors, il paraît donc que vous disiez c'était un record d'audience, mais c'est le tricentenaire qui approche. C'est Madame de Maintenon. Elle est morte en avril 1719. Et donc, bientôt, ça va faire 300 ans. Et je dois dire d'ailleurs qu'à cette occasion, le château de Versailles organise une exposition sur Madame de Maintenon. Ce sera la première fois depuis 1715, qu'il sera question de Madame de Maintenon à Versailles, puisqu'elle quitte le château en 1715. Elle y revient donc en 2019 pour cette exposition qui lui est consacrée et dont je serai l'un des commissaires, l'autre étant Mathieu Davina du centre de recherche du château de Versailles. Et donc une exposition qui évoquera dans les lieux mêmes de son appartement eh bien, ce que fut sa carrière, sa vie, sa destinée. Alors vous disiez, Jean-Christian, elle a entretenu le mystère autour d'elle. D'abord, d'où le travail important à faire en préalable à toute étude portant sur elle, un travail à faire sur les sources. Elle-même a contribué à entretenir, elle a détruit beaucoup de sources la concernant. Surtout, d'abord au fil de sa vie, et puis surtout après 1715, elle se retire à Saint-Cyr et elle brûle ses papiers. Elle en brûle tellement qu'au bout d'un moment, elle dit avec un air de satisfaction « Me voici hors d'état de prouver que j'ai été bien avec le roi ». C'est étonnant comme phrase. On aurait pu imaginer que, ayant connu cette destinée tout à fait exceptionnelle de partager la vie conjugale de Louis XIV, eh bien, elle aurait eu à cœur de laisser justement une trace, un nom,
une position dans l'histoire. Au contraire, on a l'impression qu'elle veut sortir de l'histoire. Donc, elle a elle-même donc organisé ce vide de documentaire qui fait que lorsqu'on entreprend une étude sur elle, eh bien, on est confronté à peu de sources d'une part, et puis d'autre part des sources de qualité, de niveau tout à fait différents. Parce qu'elle a donné lieu, ça c'est le propre, la nature ayant horreur du vide, dès lors qu'elle crée le mystère autour d'elle, eh bien, elle est à l'origine d'une légende, deux légendes qui la concernent. Une légende noire qui va chercher évidemment à lui trouver des défauts, et une légende noire qui a été portée surtout par un merveilleux écrivain qui est le duc de Saint-Simon, qui a écrit qui a raturé beaucoup de cahiers sur elle et qui allait contribuer puissamment à alimenter cette légende noire. L'autre grand auteur de la légende noire, c'est sa propre belle-sœur, c'est Madame, qu'on appelle aussi Madame Palatine, la duchesse d'Orléans, qui détestait Madame de Maintenon. Il devait sans doute y avoir une histoire de secrète jalousie. Elle devait être amoureuse de Louis XIV, je pense. Et donc, tout ce qui approchait de près son beau-frère était voué aux gémonies. Et elle aussi donc, a beaucoup écrit. Et pour le coup, ses lettres n'ont pas été brûlées. Donc, il reste les lettres de Madame qui comportent tous les noms d'oiseaux qu'on peut imaginer sur sa belle-sœur, sur Madame de Maintenon. Le plus connu, c'est sans doute la vieille ripopée. Hein. La ripopée, donc, c'est ce mélange de... Vous savez, quand vous avez bu du vin à plusieurs bouteilles et que vous, sans les finir, vous réunissez tous les fonds de bouteille pour donner l'impression que vous avez... C'est ça, la ripopée. Et donc, Madame de Maintenon, c'est un peu cette accumulation de fonds de bouteille. Alors ça, c'est la légende noire. Et puis, il y a une légende dorée aussi qui s'est emparée d'elle, de son vivant aussi. Et là, c'est tout le scriptorium de Saint-Cyr, avec ces dames, ces demoiselles qui l'ont connue, qui ont noté ces phrases, ces réflexions, et qui ont aussi contribué à élaborer plus ou moins consciemment une légende dorée. Ce qui fait qu'il est difficile de se faire une bonne idée de ce qu'elle a été exactement. Alors, vous parliez, Jean-Christian, de Françoise Chandernagor, qui a été donc une des premières à vraiment essayer de retrouver ce personnage. Simplement, elle l'a fait sous les formes d'une biographie romancée, de souvenirs fictifs. Hein, elle parle à la première personne, avec donc tous les risques que ce genre comporte. Mais néanmoins, donc l'effort était déjà de cerner au plus près ce personnage. Alors moi, mon travail, ça a été d'abord, en bon chartiste, hein, j'espère que je ne démérite pas de cette école, ça a été de faire un état des sources et de me lancer dans une sorte de critique d'authenticité pour voir ce qui était vraiment fiable, moyennement fiable ou pas du tout fiable. Donc j'ai privilégié... là, c'est un peu le bon sens qui parle aussi. Hein. J'ai privilégié évidemment les sources contemporaines de Madame de Maintenon et les plus objectives possibles. Alors, c'est évidemment toutes les mentions qui la concernent de près ou de loin qui sont contenues dans la Gazette, hein, qui est un périodique qui publie chaque semaine et qui rend compte de la vie de la cour. On a les mentions aussi dans le Mercure Galant, qui est tous ces périodiques qui ne prennent pas de recul par rapport aux événements qu'ils décrivent, et donc on peut se dire que ce qu'ils disent, ce qu'ils relatent est exact. Mais enfin, malgré tout, ce sont des notations très lapidaires. Il y a aussi les journaux des courtisans. Je parlais de Saint-Simon. Saint-Simon écrit dans les années 1740, à partir de notes manuscrites qu'il a constituées dès la fin du XVIIe siècle. Mais en fait, tout ça est retravaillé. Il y a un certain recul. Et d'ailleurs, on pourrait très bien lire à travers la description de la cour de Louis XIV qu'il fait dans ses mémoires, une critique en filigrane de celle de Louis XV, à l'époque de laquelle il écrit. Saint-Simon, ça fourmille d'informations, mais c'est à prendre vraiment avec des pincettes. En revanche, vous avez des auteurs, alors qui ont d'une qualité littéraire bien moindre, mais qui sont sans doute beaucoup plus fiables. C'est le journal de Dangeau. Le marquis de Dangeau, c'est aussi le marquis de Sourches.
qui ont consigné jour après jour tous les faits et gestes de Louis XIV, et donc qui parlent évidemment de temps en temps de Madame de Maintenon. Ce sont des visiteurs étrangers à la cour qui, parce qu'ils découvrent le monde de Versailles, sont très disers sur ce qu'ils observent, que ce soit des aventuriers comme Primi Visconti, qui relatent pas mal de rumeurs, de ragots qui circulent, ça c'est très intéressant, ou bien des diplomates comme Ézéchiel Spanheim, qui est extrêmement fiable, extrêmement précis dans ses notations. Donc voilà, j'ai privilégié ce genre de sources, et puis Jean-Christian y faisait allusion, évidemment, la correspondance, ce qui reste de la correspondance de Madame de Maintenon, qui vient de faire l'objet d'une édition monumentale en 11 volumes, mais correspondance comme malgré tout qu'il convient d'examiner avec beaucoup de précaution parce que il y a eu beaucoup de lettres forgées après la mort de Madame de Maintenon, par les premiers éditeurs de cette correspondance, en l'occurrence La Baumelle qui publie la correspondance de Madame de Maintenon, la première correspondance de Madame de Maintenon au milieu du XVIIIe siècle, et qui n'a pas hésité à fabriquer des lettres de toutes pièces pour rendre plus crédible son personnage, qui a aussi s'est servi de lettres authentiques, mais qui l'a publié sous forme d'extrait en réunissant, hein, c'est un peu comme une ripopée, cette fois en prenant des bouts de lettres diverses et pour en faire des lettres, de nouvelles lettres fictives. Donc il faut être aussi très prudent parce que cette correspondance est loin d'être entièrement fiable. Donc là, il faut se fier à la vraisemblance. Ce sont des critères difficiles, toujours un peu périlleux, mais malgré tout, il faut entreprendre de le faire parce qu'on a une correspondance assez importante. Bon, et puis alors, en revanche, il y a des sources, peut-être qu'on y reviendra, qui, elles, doivent être vraiment considérées avec précaution, voire écartées. Hein. Je pense donc Madame Dunoyer, les lettres de Madame Dunoyer, qui est une protestante exilée qui écrit depuis l'étranger, qui n'a jamais vraiment fréquenté la cour et qui donne des détails tout à fait intimes sur Madame de Maintenon. Là, c'est très suspect. Des témoignages rédigés tardivement. L'abbé de Choisy ou Saint-Simon que j'évoquais, des témoignages au ton hagiographique, ceux de Mademoiselle d'Aumale, sur les souvenirs. Hein, c'était une demoiselle de Saint-Cyr, elle a été secrétaire de Madame de Maintenon, mais elle a rédigé des souvenirs qui sont très hagiographiques. Voltaire aussi, dans son siècle de Louis XIV, parle de Madame de Maintenon, mais il le fait c'est un admirateur, lui, de Madame de Maintenon, et donc il faut aussi prendre son témoignage, qui n'est pas de première main, avec beaucoup de pincettes. Et puis il y a des témoignages carrément apocryphes. Hein. Nous sommes d'accord, Jean-Christian, pour dire que Madame de Caylus, dont le manuscrit n'existe pas, enfin on l'a jamais trouvé, et la première édition des souvenirs de Madame de Caylus, c'est 1770, à Amsterdam en plus. Bon, il y a d'autres sources comme ça, mais il faut là pour le coup être très très prudent. Voilà. Donc j'ai été un peu long sur ce travail des sources, mais comme on est quand même dans une maison où on a tout travail de recherche est fondé sur les sources, j'ai pensé que c'était utile d'en parler. Il faut bâtir un discours de la méthode, je pense, avant d'entreprendre l'étude d'un tel sujet, et ça occupe dans le livre une bonne partie de l'introduction. Alors, Madame la directrice, vous parliez aussi de la manière d'envisager le genre biographique. C'est vrai que je n'ai pas fait une biographie centrée uniquement sur son personnage. Parce que si on regarde le personnage en lui-même, c'est vrai qu'on a affaire à une destinée exceptionnelle, enfin à quelque chose d'incroyable. C'est comme dans les contes de fées, le roi qui épouse la bergère, parce que elle naît dans une prison pratiquement, elle connaît la misère dans son enfance, elle va mendier le pain dans les rues de La Rochelle, elle est élevée par une tante protestante, enfin elle a rien, elle a tout faux, si vous voulez, pour pouvoir débarquer dans la cour de Louis XIV et y occuper la place qu'elle a occupée. Mais si on regarde après, si on sort de l'étude du personnage, si on ne se limite pas plus exactement son étude au seul personnage, mais qu'on regarde dans les milieux dans lesquels elle a évolué, on peut mieux comprendre
eh bien, ce qui lui permet d'arriver à la cour. Déjà sur les fonds baptismaux, rien que ses parrains et marraines, on a la Rochefoucauld, on a une Suzanne de Baudéan qui devient ensuite fille d'honneur de la reine Marie-Thérèse. On a ensuite, par son premier mariage, dont on reparlera, je ne sais pas, Scarron, eh bien, un accès à tous ces milieux de la préciosité parisienne, tous ces salons, tous ces cénacles qui sont extrêmement influents dans les années 1640, dans les années 1650. Et c'est dans ce milieu-là que Françoise Scarron donc, se forge tout un réseau qui va ensuite lui permettre de gravir. Elle n'a pas cessé de gravir un long escalier durant toute son existence. Elle n'en a raté aucune marche, hein, mais justement, elle le doit à tout sa famille. Elle-même est née d'Aubigné. D'aubigné, c'est pas non plus n'importe, c'est de la noblesse. Et son grand-père était compagnon d'Henri IV. D'ailleurs, elle perçoit jusque tardivement une pension au motif que son grand-père, justement, avait été proche du grand-père de Louis XIV. Donc, si on regarde un peu son entourage, les circonstances qui ont accompagné son existence, et pas seulement elle, on peut mieux comprendre, mieux replacer son ascension. Hein. Et là, je veux rendre hommage. Enfin, bon, évidemment, il y a tout un courant historiographique qui se porte vers ces études sur les réseaux, justement. Mais comme je suis en partie historien de l'art, Antoine Schnapper a beaucoup travaillé pour expliquer les carrières artistiques sous le règne de Louis XIV sur ces réseaux artistiques. Et ça, c'est très important parce qu'il a beaucoup renouvelé, je pense, dans ce domaine-là, le genre de l'étude monographique. Et c'est un peu cet angle-là que j'ai adopté. Et puis, je voudrais terminer ce premier point en disant que, étant conservateur de musée, donc je fais travailler des restaurateurs d'œuvres d'art, notamment en sculpture, et donc j'ai la méthode de restauration, les méthodes de restauration m'ont aussi beaucoup inspiré pour aborder le cas Maintenon. On a affaire finalement à une image qui est lacunaire et qui a été, du fait de ces greffes de légendes qui sont venues apporter diverses interprétations sur elle, a été victime ou l'objet de repeints successifs. Et puis, avec le vieillissement, on a, là je parle le vocabulaire des restaurateurs de peinture, on a un encrassement du vernis. Alors, ma méthode, c'était d'abord d'alléger le vernis, de ne pas hésiter à retirer les repeints quand ces repeints sont disgracieux ou trop récents. Et puis ensuite, on se retrouve avec des lacunes, c'est évident, mais autant avoir gardé cette lacune et la considérer comme telle, plutôt que de continuer à considérer la dame avec ces repeints qui ne sont pas vraiment elle. Hein. Et donc, là aussi, donc la méthode des restaurateurs m'a quelque peu inspiré pour aborder son cas. Je voudrais juste revenir un instant sur les sources et, si vous permettez, faire une petite digression, puisque je me trouve au milieu de nombreux historiens, chartistes, car j'ai été frappé du nombre d'historiens contemporains qui utilisent des sources qui manifestement sont des faux. En écrivant ma biographie de Louis XIII, je suis tombé sur les mémoires de M. de Pontis, maréchal de bataille. Alors, M. de Pontis est absolument extraordinaire. Il est là dans toutes les batailles importantes. Dès qu'il y a un mot historique, il est présent. Au moment de la mort du roi, il est là, il entend le roi qui prononce les dernières. Et les historiens utilisent les mémoires de Madame de Pontis. C'est assez troublant. Vous avez les mémoires de la marquise de Créqui aussi, les souvenirs de la marquise de Créqui qui sont absolument... Il y a toute une industrie qui a été faite, vous le savez, avec Feuillet de Conche, avec Lamotte Langon, etc., au XIXe siècle. Encore Louis XV, Madame de Pompadour. Il n'y a pas un ouvrage sur Madame de Pompadour qui ne cite les mémoires de Madame du Hausset. Dame d'Atour, c'est un faux, on le sait aujourd'hui. Louis XVI... je ne citerai pas de nom par charité, hein, mais les ouvrages consacrés à Louis XVI,
parmi lui un, évidemment, j'ai quand même fait l'effort de regarder, nous donne des citations de Louis XVI, des correspondances de Louis XVI, de Madame William, alors qu'on a les aveux même du faussaire, un barbier de Bersonnet, en 1838. On sait très bien que les collections feuillets de Conches comportent à la fois des documents authentiques, parfaitement authentiques, et puis des faux qui ont été fabriqués, etc. Pour Marie-Antoinette, c'est la même chose. Les mémoires de Weber, frère de lait de Marie-Antoinette, ce sont des faux, de même que les mémoires de Léonard, coiffeur de Marie-Antoinette. Et tout cela se retrouve dans les biographies. Fin de la petite digression, mais je pense que c'était utile de le dire. Alors, cher Alexandre, je me demande si vous n'êtes pas, dans votre Madame de Maintenon, victime de la réécriture de Françoise d'Aubigné. Si la pieuse légende mise en circulation par elle ne vous a pas touché. Et quand vous parlez de travail de restauration d'œuvres d'art, je me pose la question de savoir si Madame de Maintenon est un chef-d'œuvre en péril. Je ne suis pas totalement convaincu par votre thèse. Alors votre thèse, elle est simple. Madame de Maintenon n'a jamais été la maîtresse du roi. Alors, ça peut paraître anecdotique. Je pense que c'est quelque chose de très important qui nous introduit au domaine de la piété, de la pratique religieuse de Louis XIV, de la sincérité de Madame de Maintenon, savoir est-ce que c'était une pieuse, une bigote dès le départ, ou est-ce que pendant des années, elle n'a pas joué le jeu. Ce problème du mariage avec Scarron, alors vous l'évacuez un peu rapidement en disant, bon, ben, comme en fait, voilà, comme il est peu crédible d'imaginer que Madame de Maintenon, parlons vrai, soit arrivée à 48 ans vierge dans le lit de Louis XIV, eh bien, vous imaginez que le ménage Scarron a été un ménage tout à fait normal, donc ils ont eu des relations conjugales normales. Je vous rappelle tout de même, cher Alexandre, que les difformités de ce poète, qu'on présentait comme un poète cul-de-jatte, sont absolument impressionnantes. Je vais vous lire une lettre de Scarron. Mes jambes et mes cuisses ont fait premièrement un angle obtus, puis un angle égal, et enfin un angle aigu. Mes cuisses et mon corps en font un autre, et ma tête se penchant sur mon estomac, je ressemble pas mal à un Z. J'ai les bras raccourcis aussi bien que les jambes, et les doigts aussi bien que les bras. Et qu'a dit Scarron au moment de ce mariage burlesque, qui était toutes sortes de paris, hein. Je ne lui ferai pas de sottises, mais je lui en apprendrai. Donc certains ont parlé d'un mariage gris. Bon, il y a un mystère, évidemment, mais de là à transformer Madame de Maintenon en une femme cultivée, précieuse, qu'elle est, bien entendu, mais après la mort de Scarron, se retirant et très soucieuse dans les couvents, très soucieuse de sa réputation, n'ayant absolument aucune aventure sentimentale durant sa jeunesse, ça me paraît assez douteux. Alors là, bien entendu, nous sommes obligés, compte tenu de la faiblesse des sources et du mystère qu'elle a voulu entretenir, nous sommes obligés de faire un peu de psychologie et de prendre des hypothèses. Moi, j'ai bien aimé le livre bien antérieur à celui de François Chandernagor, auquel j'ai quelques réserves, qui est de Jean Cordonnier, 1955, qui dresse un portrait psychologique, sans doute, donc avec des a priori. Mais quand on fait une biographie, il faut nécessairement choisir un point de vue psychologique. La même chose quand un historien traite une bataille, bien, il va sous-peser des sources, il va prendre des hypothèses. Je crois qu'il ne faut pas récuser l'apport de la psychologie.
Donc ses aventures avec Villarceau, on va pouvoir en parler peut-être. Primi Visconti, cet Italien déluré à la cour de Louis XIV, se rapporte les bruits autour d'elle. Il l'a vu vêtue en page. Enfin, le bruit court qu'on l'a vu vêtue en page au lit de Villarceau. Il y a eu ce fameux tableau. Alors, il y en a un qui existe encore, mais il y en a un qui aurait été détruit pendant la guerre de 1940, représentant Madame Scarron nue, sortant du bain. Et donc, il y a une aventure possible, je n'ai pas dit probable, avec Villarceau. La thèse de ce roi qui aurait qu'une seule idée, qu'une seule pensée, c'est de se rapprocher de Louis XIV pour le convertir, me paraît peut-être très abusive. Alors, certains historiens, François Chandard-Dagor, nous disent que dès 1674, donc au moment comment dirais-je, du retrait de Louise de la Vallière dans son couvent, eh bien, elle serait devenue la maîtresse du roi en plein règne de Madame de Montespan, du fait qu'elle a reçu 2 fois 100 000 livres pour le château de Maintenon. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est une hypothèse qui ne me semble pas très, très crédible, et ça correspond en effet à une sorte d'indemnité de licenciement, comme vous le dites très bien dans votre livre. Elle a terminé son job et on va lui donner une indemnité pour qu'elle puisse s'acheter un château. Quand j'ai dit ça d'ailleurs à Françoise Chandard-Dagor, elle me dit « On voit bien que vous n'êtes pas une femme ». J'avais aucun moyen de répondre, évidemment. Alors d'autres ont imaginé, et ça me paraît beaucoup plus crédible, et que Madame de Maintenon soit devenue la maîtresse du roi après la rupture sensuelle, des relations sensuelles entre Louis XIV et Madame de Montespan, c'est-à-dire 1677. Donc entre 1678 et 1680, moi, je pense qu'elle est devenue la maîtresse du roi. Je pense qu'au moment de la mort de Marie-Thérèse, il y a eu une sorte de pieux complot dans lequel se sont trouvés impliqués Bossuet, le père de la Chaise, confesseur du roi, Monseigneur Arlet de Champvallon, pour remarier le roi et le remarier au plus vite avec sa maîtresse pour finalement avoir un couple stable, évitant que le roi court le guilledoux, si je puis dire. Voilà. Donc c'est donc cette une première critique que j'adresse à votre livre. En tout cas, c'est les premières interrogations que j'ai sur cette Vestale qui est Madame de Maintenon, qu'on a voulu en tout cas présenter comme Vestale, et qui a construit méthodiquement sa statue, qui a édifié sa statue. Alors, à mon tour. Donc oui, cette question des relations sexuelles entre Madame de Maintenon et Louis XIV est certainement importante, mais cela dit, j'y accorde même pas une moitié de chapitre. Pour moi, c'est pas l'essentiel de sa trace, de la trace qu'elle a laissée à la cour de Versailles. Il me semble que des aspects comme Saint-Cyr ou son influence politique sont beaucoup plus importants. Mais cela dit, vous avez raison, et ça fonde la crédibilité de son personnage. C'est-à-dire que si elle a accepté d'être la maîtresse du roi avant d'être sa femme, évidemment, elle est plus dans le côté Tartuffe que si elle reste intègre jusqu'au bout. Vous parlez d'analyse psychologique. Alors moi, oui, évidemment, on ne peut pas y couper, mais simplement, il faut savoir que les analyses psychologiques sont souvent tributaires du temps qui les porte. On transpose à l'époque qu'on étudie des préoccupations, des problématiques qui sont plus celles du temps dans lequel on écrit.
que adaptée vraiment à l'époque considérée. Et il y a donc dans les années 1930 donc une image très vertueuse de Madame de Maintenon. Après 1968, évidemment, on en fait une maîtresse précoce du roi. On va jusqu'à 1674 avec François Bluch, qui ne l'aime pas d'ailleurs, et Chandernagor. Et puis, tout ça est intéressant, mais quand même est plus intéressant peut-être pour l'historiographie de Madame de Maintenon que pour Madame de Maintenon elle-même. Vous évoquez son plan de conversion du roi. Qui aurait donc... alors, je ne pense pas, effectivement, qu'il y a eu un plan de conversion. Simplement, elle a fréquenté, après son veuvage, Scarron meurt donc en 60, elle a fréquenté les milieux dévots de Parisiens, Fouquet, Sévigné, Coulanges. Elle a ses préoccupations. Elle prend d'ailleurs à ce moment-là un directeur spirituel, l'abbé Gobelin, qui lui aussi est pour une forme de christianisation des élites. Et donc, elle participe de ce mouvement. Petite parenthèse, elle écrit à l'abbé Gobelin, qui montre bien qu'elle n'est pas complètement confite en dévotion. J'avance peu dans ce chemin. Oui, ben, c'est pas un chemin facile. Oui, elle en a conscience. Mais simplement, elle n'a pas de plan préétabli sur le roi. Elle n'en est pas là du tout. Même simplement, elle ne manque aucune occasion qui lui est donnée, que ce soit pour son élévation personnelle ou pour exercer une influence qu'elle juge utile sur son entourage et surtout sur le roi. Et donc, les années 1670, enfin surtout après 1675, à la cour, sont marqués par beaucoup de soubresauts, de retournements de situation. Il y a l'entrée de Louise de la Vallière au Carmel, il y a Bossuet qui est là, et il est évident qu'elle sent plus ou moins confusément, et plus ou moins d'ailleurs sous les conseils de son directeur spirituel, qu'elle peut jouer un rôle, mais pas de vision globale, un rôle ponctuel pour faire le bien. C'est ainsi qu'elle accueille d'ailleurs Madame de Montespan durant l'une de ses disgrâces. Elle l'accueille à Maintenon dans son château, et évidemment les deux femmes ont l'occasion là d'échanger leurs vues sur des questions importantes concernant le roi. Alors, vous me dites, Jean-Christian, qu'elle devient, selon vous, la maîtresse du roi en 1678. Peut-être, oui. On ne sait pas. Et alors, on a des notations pour ces années-là où le roi donc se détache de Madame de Montespan. Surtout, il se détache définitivement d'elle à partir de l'affaire des poisons. Ça, vous avez même écrit un livre là-dessus. Et il se met à fréquenter quantité d'autres femmes, la chanoinesse de Ludre, Fontange, etc. Soubise. Et donc, moi, personnellement, alors là, je fais la psychologie, vous allez me dire, mais je doute fort que Madame de Maintenon ait accepté d'être l'une d'entre elles au sein de cet aéropage. Et ensuite, à partir... Alors, et puis surtout, il y a une source qui moi, me semble incontournable, c'est les comptes rendus de la Gazette. On en a déjà parlé. Le roi donc est tenu de communier aux grandes fêtes de l'année, 5 fois par an, et ces communions royales sont consignées dans la Gazette. C'est les grandes fêtes de l'année, Noël, Pâques, Pentecôte, Assomption et Toussaint. Et lorsqu'il ne communie pas, eh bien, on peut se dire qu'il ne se juge pas en état de communier ou qu'il n'a pas l'intention de renoncer à sa situation. Et ça se produit très fréquemment à partir de 1664 jusqu'en 1680. Et il y a même certaines années où il ne communie même pas à Pâques, alors que la communion pascale est normalement de rigueur. À cette époque-là, il faut communier au moins une fois dans l'année, sous peine de faute grave. Et à partir de 1680, à partir de Pâques 1680, le calendrier retrouve sa régularité imperturbable jusqu'à la fin du règne, jusqu'en 1715. Alors, si Madame de Maintenon est la maîtresse du roi en 1680, ça me semble incompatible. Je veux bien qu'elle le soit entre 78 et 80,
parmi les autres, mais à partir de 80, là, il y a un problème. Surtout que... Oui, mais vous connaissez le mot de Madame de Montespan sur le confesseur du roi, le père de la chaise. Mais alors pourquoi Elle l'appelle une chaise de commodité. Oui, bien sûr. mais pourquoi le père de la chaise aurait été commode avant 80 et oui, mais alors il y a eu beaucoup d'arrangements. Il y a eu beaucoup d'arrangements de Louis XIV avec la religion. C'est vrai qu'il était, il aimait beaucoup les femmes. Louis XV a été beaucoup plus scrupuleux finalement. Lui, il a arrêté complètement la pratique des sacrements. Mais chez Louis XIV, il y a un regret temporel et puis pendant les fêtes et puis il s'éloigne de sa maîtresse et il revient vers elle aussitôt après. Bon, on n'est pas là pour le juger. C'est pas alors le regret temporel, on peut le supposer les années où par exemple il n'y a qu'une communion par an, mais dès lors qu'il y a les 5, on imagine mal qu'il ait 5 fois le regret. Oui, mais moi, j'ai du mal à comprendre comment le roi aurait pu épouser une femme qui sera simplement une conseillère conjugale, puisqu'elle va conseiller à un moment donné le roi de se réconcilier avec Marie-Thérèse, en tout cas de se rapprocher de Marie-Thérèse, alors qu'il n'y a aucun sentiment entre eux, alors qu'il n'y a pas d'attirance. Le roi l'a recherchée pendant qu'elle s'occupait des enfants de Madame de Montespan, rue de Vaugirard. Elle était donc là dans une situation très clandestine. Ensuite, quand elle était admise à la cour, elle est très belle, elle est brillante, et le roi... Alors, je suis persuadé, moi, qu'elle n'a pas voulu céder tout de suite. Elle a essayé de ne pas... Madame de Montespan aussi, quand elle était toute jeune, son idée, c'était de se rapprocher du roi et de le convertir. Enfin, on a vu ce que ça a donné, mais alors c'était vraiment une illusion de jeunesse. Madame de Montespan, elle lui tient la dragée haute, elle se refuse à lui, je pense, ce qui probablement exacerbe les désirs du roi. Mais je pense qu'à un moment donné, elle a cédé. Il est inimaginable qu'elle n'ait pas été, à un moment donné, avant 1683, la maîtresse du roi, de mon point de vue. Mais bon, je ne suis pas sous les tables ni sous les lits du grand siècle, comme Lauzun. Oui, voilà. Juste deux choses. Peut-être que Louis XIV était plus pressant dans les années 60 que dans les années 70, donc il a peut-être été moins insistant auprès de Madame de Maintenon, je ne sais pas. Et par ailleurs, vous citiez le témoignage de Primi Visconti qui rapportait la rumeur selon laquelle on aurait vu Madame de Maintenon dans le lit de Villarceau. Le témoignage complet dit le marquis de Marcilly m'a assuré qu'elle était vertueuse et qu'elle avait refusé 30 000 écus du surintendant de l'Orme, quoiqu'elle fût pauvre. Ce que je croirais, car Marcilly ne craint pas de dire le mal. Donc, quand même, si on lit le témoignage complet, c'est un certificat de bonne conduite, c'est-à-dire que donne Primi Visconti, qui est à l'affût de tous les... Mais parce que les rumeurs, on les mettait en circulation, dès lors qu'on voyait qu'elle commençait à s'élever, on lui cherchait des défauts. C'est logique. Moi, je pense que Madame de Maintenon a une évolution dans sa foi et qu'au début, elle n'a pas une foi très profonde. Et il en est de même, d'ailleurs, de Louis XIV. Vous avez parfaitement montré combien le roi meurt en chrétien, en grand chrétien. La mort de Louis XIV, c'est quelque chose de très beau et du point de vue de la foi chrétienne, on a là un homme qui est pleinement dans les mains de Dieu, après avoir commis beaucoup d'erreurs politiques comme la révocation de l'édit de Nantes, etc., ou la poursuite des Camisards. Enfin bon, cette question voilà, n'est pas tranchée. Toutes les hypothèses restent... Voilà. Simplement, il faut avoir toutes les données. J'ai une petite question à vous poser. On présente toujours Madame de Maintenon comme une femme très cultivée, un goût extraordinaire. Et au fond, quels sont les goûts qu'ils ont en commun avec Louis XIV? Louis XIV aime bien la conversation avec Madame de Maintenon. Déjà du temps de Madame de Montespan, qui était une femme très, très explosive, qui n'admettait pas beaucoup la contradiction, et le roi se lassait des scènes que lui faisait la Mortemart. Avec Madame de Maintenon, il y a des échanges doutes. Mais au fond, est-ce qu'elle aime les arts? Est-ce qu'elle aime la musique? Alors, vous allez me dire, elle aime le théâtre, on le voit très bien à Saint-Cyr, mais est-ce qu'elle a ce goût est-ce qu'il y a des goûts partagés? Regardez Marie Mancini, qui était l'égérie, qui n'a pas été la maîtresse de Louis XIV. Marie Mancini,
elle a appris à Louis XIV, elle était très précieuse, elle a appris à Louis XIV la poésie, le goût des arts, c'est une mazarinette. Et Louis XIV, qui était un peu pas très dégrossi de ce point de vue-là, a appris beaucoup de Marie Mancini. Est-ce qu'il a appris beaucoup sur le plan des arts, de la culture, de la musique de Madame de Maintenon? Je me pose une question, là, de leur relation. C'est pas simple. Alors, vous dites très justement, vous releviez le fait qu'il aimait la conversation. Ça, je pars sous votre contrôle, presque, j'ai envie de dire, mais il a eu le modèle de sa mère qui tenait le fameux cercle à la cour. Et donc, pour lui, chez Madame de Maintenon, il retrouve cette assurance dans le domaine des choses de l'esprit. Elle a un côté fascinant dans sa manière de mener une conversation, d'avancer des arguments. Elle a appris tout ça, d'ailleurs, avec le Chevalier de Méret à Niort et puis avec Scarron à Paris. Et elle maîtrise parfaitement ça. Elle le maîtrise aussi bien que Madame de Montespan, mais avec moins de méchanceté. Madame de Montespan peut avoir de l'esprit aux dépens des autres, ce qui n'est jamais le cas de Madame de Maintenon. Oui, et ça, Louis XIV l'apprécie énormément. On dit qu'il appelle votre solidité. Elle a un côté rassurant, certainement. Elle a rapporté à une dame de Saint-Cyr qu'il lui arrivait très souvent de consoler le roi qui venait la voir en pleurant. Donc elle a ce côté très... c'est un confort. Presque maternel. Oui, tout à fait. Et ça, c'est extrêmement important, Madame de Sévigné. Surtout à la fin, d'ailleurs. Surtout à la fin, mais même, la guerre de même succession au d'Espagne. moment où vous la supposez maîtresse, Madame de Sévigné consigne des moments de conversation très longs, avec le roi. Oui, mais ça peut être des préludes. Oui, mais souvent en présence d'une tierce personne, dit-elle. Alors, bon. Et donc, il y a déjà ce goût pour les choses de l'esprit. Hein. Louis XIV n'a pas d'attirance pour la préciosité, mais en revanche, il aime bien les femmes d'esprit, quand même. Il y a une nuance, hein, c'est-à-dire que l'art de la conversation, le fait de pouvoir agencer des idées, d'avoir une opinion éclairée sur tel ou tel sujet, ça lui plaît. Ensuite, dans le domaine des arts proprement dit, voilà. Il y a le théâtre, la musique, elle a encouragé des musiciens, Niver, Guillaume Gabriel Niver, l'organiste à Saint-Cyr, Moreau, qui a composé pour Saint-Cyr aussi. C'est peut-être pas un hasard si on donne souvent des représentations, des concerts de musique de chambre dans son appartement. Je pense aux concerts royaux de Couperin à la fin du règne. Alors, est-ce que c'est le roi qui les... Là, c'est difficile. Est-ce que c'est le roi qui vient les entendre chez elle? C'est plus net chez Marie Lesinska, par exemple. Voilà, oui, bien sûr. Mais il y a souvent, comme dit Dangeau, petite musique chez Madame de Maintenon à laquelle le roi assista. Alors, est-ce que c'est elle qui organise le moment de petite musique et le roi vient, ou bien c'est parce que le roi vient qu'on organise ça? C'est difficile, ça. Et puis, dans le domaine des arts, alors, elle a un appartement qui est aménagé avec beaucoup de soins, de luxe même. D'ailleurs, pour l'exposition d'avril prochain à Versailles, on va reconstituer l'ambiance textile de cet appartement avec donc des tissus au mur qui évoqueront les couleurs et la répartition des couleurs dans les différentes pièces de cet appartement. C'était très cosy, hein, très très cosy, avec beaucoup de beau mobilier. Mais là aussi, c'est possible que ce soit le roi qui ait exigé tous ces aménagements. C'est difficile de discerner ce qui lui est propre à elle. En tout cas, elle a aussi Scarron, hein, je reviens sur Scarron, Scarron l'a sûrement initié aux choses de l'art. Il avait une collection d'œuvres d'art. Scarron était en relation avec Poussin à Rome, et Poussin a peint l'extase de Saint Paul. Hein. Saint Paul, c'est Paul Scarron, l'extase de Saint Paul pour Scarron, et ce tableau était exposé chez Scarron. Donc son épouse l'a vu, et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'elle le revoit ensuite chez Louis XIV, parce que le tableau a été vendu après la mort de Scarron, il est passé en d'autres mains, et Louis XIV finit par le racheter.
et à l'exposer d'ailleurs dans son appartement. Donc il devait sûrement pouvoir, Oui. mais Il peu y a de un traces. mystère. Peu Est-ce de qu'elle traces. communie, par exemple, dans le goût du roi pour les motettes de Lalande, pour la grande musique de Versailles? Est-ce qu'elle assiste aux messes en même temps que les On n'a pas de On témoignage ne sait là-dessus. pas trop. Non, on n'a pas de témoignage. Oui. On peut peut-être aborder la politique maintenant, Oui, oui, très puisque bien, oui, puisque le le temps temps passe. passe. Oui. C'est quand même une question. Vous y Alors, allez? non, Non. vous voulez que Bon, non, je pensais la politique, on pense souvent à elle à propos de la révocation de l'édit de Nantes. Hein. Alors, il y a eu la légende noire, elle est à l'origine de tout. Si les protestants ont été contraints à abjurer leur foi et à l'exil s'ils ne le voulaient pas, c'est à cause d'elle. Les dragonnades, c'est elle. Enfin, ça, c'est la légende noire. oui, Et puis, Michelet, la légende dorée, elle n'y est absolument pour rien. Chandernagor, là, pour le coup, l'exonère complètement de tout rôle négatif dans la révocation de l'édit de Nantes, qui, comme vous l'avez dit, a été une erreur politique et religieuse très grave. Moi, je pense que là encore, elle est sûrement, là c'est François Bluch qui l'a bien établi, le processus de révocation des Nantes est engagé bien avant elle, bien qu'avant qu'elle arrive à la cour. Ses contenus, ça remonte même à Louis XIII, avec les dits de Élisabeth grâce. Labrousse l'a bien montré avant Voilà, aussi. et donc il y a une convergence vers la révocation. Alors elle est là au moment de la révocation. On lui a supposé qu'on lui ait demandé son avis. Elle est sûrement de l'avis du roi. Elle n'a pas de. Simplement, il y a un fait moi qui m'interpelle, c'est que en décembre 1680, elle fait enlever sa propre nièce. Qui est dans une famille protestante, donc elle l'a fait enlever pour la faire venir à la cour, c'est la future Madame de Caylus, pour lui donner une éducation catholique. Elle l'arrachait donc à ses instructeurs, à ses parents protestants. Elle l'a fait enlever en l'absence de ses parents. Hein. C'est un geste extrêmement violent, et ça se passe en décembre 80. Et en juin 81, on a la loi, l'édit royal, qui autorise ce genre de pratique. Hein. C'est-à-dire que quand elle le fait, c'est illégal. Et 6 mois après, ça devient légal. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là un lien est-ce qu'elle n'aurait pas été, par son comportement, à l'origine d'une mesure? Mais c'est très ponctuel. Hein, très ponctuel. La grande responsabilité, c'est quand même le chancelier Michel Letellier, oui. Son fils Louvois. Alors les dragonnades, on peut mettre une certaine sourdine dans ce sens que Louis XIV n'a pas été au courant de tout. La révocation de l'édit de Nantes, c'est un drame de la communication. Aujourd'hui, on est au courant de tout dans la minute qui suit d'un événement. Les mauvaises nouvelles ne remontaient pas, elles étaient filtrées au niveau des intendants, au niveau des chefs d'armée, et puis aussi des ministres, Louvois en particulier. Et le roi n'est au courant de tout. Alors quand on dit au roi, attention, il y a des... Vous avez vu, quand le roi arrive à avoir un député comme Ruvigny, des représentants des protestants qui protestent, le roi dit, ah non, attention, il ne faut pas de violence, il faut des conversions, mais des vraies conversions. Les NC, comme on les appelle, les nouveaux catholiques, ne sont pas vraiment convertis. On le verra après. Donc le roi n'est pas au courant, et Madame de Maintenon, elle est vraiment la dernière roue de la charrette dans cette... Alors j'ai là le témoignage de Spanheim, justement. Je devrais ajouter ici quelques réflexions sur la part funeste qu'on lui attribue dans la malheureuse et cruelle persécution suscitée aux gens de la religion protestante, donc en France. Il était protestant, Spanheim étant protestant. Oui. On n'en saurait rien dire, ni deviner autre cause, sinon qu'elle a tout sacrifié au penchant du roi et à la résolution qu'il en avait prise de longue main. Voilà. De toute façon, elle est en politique, elle est écrasée par le roi, elle se plaint du comportement autoritaire de Louis XIV, elle n'ose pas, à chaque fois qu'elle commence à s'embarquer dans une histoire, l'histoire malheureuse de Madame Guyon, du cueillettisme, ou l'histoire de Monseigneur de Noailles, elle s'aperçoit qu'elle a commis une erreur, elle rétropédale, comme on dirait aujourd'hui, elle bat en retraite, donc c'est pas une tête politique, elle n'a pas d'idée de pensée politique, sinon une volonté de paix pendant la guerre de succession d'Espagne, qui va se transformer en un pacifisme
assez dangereux, puisque à un moment donné, elle est persuadée que il faut céder à toutes les demandes des coalisés, y compris la guerre de Louis XIV contre son petit-fils Philippe V, et un point que jamais Louis XIV n'acceptera, bien entendu. Donc là, elle fait entendre très certainement, parce que nous ne connaissons pas leur conversation, mais il y a un contact quotidien, elle fait entendre une voix pacifiste, au plus haut sommet de l'État. Elle a joué un rôle important dans la guerre de succession d'Espagne par l'intermédiaire de son amie, la princesse des Ursins. Elle aussi, elle aime bien ce jeu d'intermédiaire, de tampon, facilitateur, conciliateur. Mais c'est sans doute un rôle que lui demande le roi lui-même. Par exemple, avec Madame des Ursins, elle reflète, elle écrit à Madame des Ursins pour la persuader de ce que le roi a décidé, et elle accompagne les décisions du roi. Sauf sur ce point de la paix. Hein. Et d'ailleurs, on a là le témoignage de Torcy, oui, très important. Qui assiste à une scène un peu étonnante. Il est en train de se faire enguirlander par Louis XIV parce qu'il a reçu des propositions de paix des Hollandais et il est pressé d'y répondre. Il est secrétaire d'État des Affaires étrangères. Et le roi lui dit, commence à le gronder en lui disant que rien ne presse. Et ça se passe dans la chambre de Madame de Maintenon. Et Torcy note, c'est en janvier 1710, de son lit, elle presse le roi de songer à finir une affaire aussi importante que l'était celle de la paix. Et donc elle intervient dans le débat, et du coup Louis XIV se sent accepte que Torcy réponde aux envoyés. Alors, il y a quand même une grosse responsabilité, ça j'en suis convaincu, je ne sais pas si c'est tout à fait votre point de vue, de Madame de Maintenon dans le testament de Louis XIV, de 1714. Manifestement, elle n'aime pas Philippe d'Orléans, le futur régent, Philippe II d'Orléans, pour différentes raisons, mais surtout pour des raisons d'impiété. C'est un caractère insoumis, assez libertin, très intelligent. J'ai écrit une biographie du régent et je suis frappé de sa capacité très henricienne à saisir les situations, à s'adapter aux situations. Je suis un grand admirateur du régent, mais du point de vue moral, évidemment, Madame de Maintenon est horrifiée. En plus, il y a des recherches secrètes, des compromissions avec des empoisonneuses, etc. Donc il y a toujours eu une méfiance, et au moment des morts terribles de 1712, Madame de Maintenon pousse à faire croire que c'est ce vilain mouton noir de la famille royale, Philippe d'Orléans, qui deviendra le régent. Donc, dans le testament de Louis XIV, il y a des choses qui sont terribles, parce que les régences sont des périodes très fragiles. C'est l'établissement d'un conseil de régence avec interdiction de modifier sa composition. On va nommer tous les maréchaux fidèles à Louis XIV, et puis le régent n'étant simplement que président du conseil de régence, avec, si on ajoute le codicille, une nomination du duc de Maine comme surintendant de l'éducation du futur Louis XV et chef de la maison militaire du roi. Donc là, c'est une scission de l'État dans un sens vertical qui est redoutable. Et heureusement, grâce à Philippe d'Orléans, grâce à son réseau, il a pu surmonter cette crise en redonnant malheureusement au Parlement le droit de remontrance. Mais je pense qu'il y a une responsabilité grave de Madame de Maintenon dans ce testament. Quand j'ai dit ça à François Bluch, il était horrifié que Louis XIV puisse être critiqué de ce point de vue, mais il y a quelque chose de grave, une grosse erreur qui a été commise par Louis XIV. Mais était-elle à l'origine, c'est difficile. Parce que, bon, d'une part, il y a Maine, le duc du Maine, c'est le favori. Mais après, il y a un codicille qui restreint quand même les prérogatives du duc du Maine, donc c'était pas des questions définitivement tranchées. On l'a voulu, dit Louis XIV. Je l'ai fait, on m'a poussé, on m'a harcelé. Alors, vous direz, c'est du Saint-Simon. Oui, c'est du Saint-Simon, ça. Oui. Bon, pourquoi pas quand même. Et il y a simplement une lettre en février 1715 à son directeur de conscience, Languet de Gergy, où elle fait part de la
du manque de compréhension entre elle et le duc d'Orléans. Ce prince me regarde comme une ennemie mortelle et croit que c'est moi qui ai obtenu que Madame des Ursins vienne ici. Parce que Oui. la princesse des Ursins est en disgrâce et c'est vrai, elle vient passer quelque temps à la cour. Cependant, je travaille à la faire sortir de France. C'est ainsi qu'on se trompe souvent. Elle a elle a conscience elle-même que on la classe un peu rapidement comme ennemie du duc d'Orléans, alors que pas tant que ça. Et Oui, d'ailleurs, enfin, en Espagne, les choses allaient mal. Vous le Hmm. savez, entre Madame des Ursins et Madame de Maintenon, et le toast un peu rugueux de Philippe d'Orléans, qui portait un toast passez-moi l'expression, au con capitaine et au con lieutenant, et c'était évidemment Madame de Maintenon et Madame des Ursins, parce qu'ils avaient voulu débarquer le duc d'Orléans, le faire revenir d'urgence en France, sous prétexte que, soi-disant, il conspirait contre Philippe V, ce qui n'était pas exact. Mais bon, c'est un débat plus complexe. Mais il reste quand même qu'il y a une hostilité très profonde de Madame de Maintenon à l'égard de Philippe d'Orléans, et que Philippe d'Orléans va devenir le régent. Et c'est pour ça qu'elle pousse le duc du Maine. Ça paraît très logique quand même. Même si on fait abstraction des phrases de Saint-Simon, mais je pense que là, il y a quelque chose qui a été mal joué. Oui, mais on a peut-être eu Et Louis tendance aussi XIV à forcer a été très cette faible. hostilité, oui, parce que bon, il y a déjà ce témoignage, puis au lendemain de la mort de Louis XIV, une des premières actions du duc d'Orléans, c'est quand même d'aller à Saint-Cyr, l'assurer que sa pension ne sera pas remise en cause, et au contraire augmentée. Il était grand seigneur comme Henri IV, Oui. Philippe d'Orléans. Mais enfin, il n'était pas obligé, il était pas obligé. Non, non. Bon, enfin, Voilà. bon, je On va pense qu'on peut-être passer aux a. questions. Non Oui. On n'a pas parlé de Saint-Cyr, mais bon, tout est dans le livre, hein, j'allais dire. Et puis, oui, j'avais quelques images. Donc, ce très beau portrait, justement, qui est peint pour Saint-Cyr par Ferdinand L. en 1688, où elle est là avec sa nièce. C'est un portrait qui a fait l'objet d'une exégèse de la part de Michelet, mais redoutable, un chef-d'œuvre de la légende noire. Bon, je n'ai pas le temps de vous lire le texte de Michelet, mais on mesure la haine qu'on a pu porter à l'encontre de cette femme. Voilà. Puis sinon, il y a... Donc ça, oui, ça, c'est des carnets secrets. Tiens, j'aurais dû montrer ça tout à l'heure. Ce sont des registres de l'écriture de Madame de Maintenon, qui sont pour la plupart conservés à la Bibliothèque municipale de Versailles aujourd'hui, et dans lequel elle a transcrit des pensées, mais surtout des lettres reçues de ses différents directeurs spirituels, l'abbé Gobelin et surtout Godet des Marais. Et il y a des choses très intéressantes. Voilà un portrait de jeunesse. Voilà le fameux portrait dit de Villarceau. Bon, je demande à voir. On l'a emprunté pour l'exposition. Ça va être l'occasion de le décrocher, de l'examiner de près. Je ne sais pas si la toile est très ancienne. Oui, voilà. Bon. Et puis bon, la chapelle de Maintenon, la chapelle de Saint-Cyr, où elle a été donc enterrée en 1700. Et puis voilà, je voulais terminer sur le portrait de Mignard, qui la représente dans Sainte-Françoise romaine. Oui, je voulais savoir, en fait, il y a un humoriste qui a dit que la modestie était le genre d'orgueil qui dérangeait le moins les autres. Est-ce que Madame de Maintenon était vraiment modeste ou est-ce qu'elle cachait son orgueil? C'est difficile, difficile à dire. Hein. Oui, c'est difficile à Parce dire. que le livre en fait une personne très humble, quand même, ne cherchant pas du tout à profiter de la situation. Ben, ce que je citais en tout début de cette séance, là, le fait qu'elle brûle tout ce qui serait en mesure de prouver qu'elle a joué un rôle dans l'histoire, ne serait-ce qu'en étant l'épouse de Louis XIV, tout ça, elle le détruit. Donc c'est quand même bizarre. C'est pas une action de quelqu'un d'immodeste. Elle a des réactions assez vives au moment où elle se sent étouffée par Madame de Montespan. Oui, là, elle se rebiffe. Là où, voilà,
Elle a sa Elle a fierté. sa dignité, elle a sa fierté, Oui. et elle veut en parler au roi. Elle veut une relation directe entre elle et le roi pour parler des bâtards. Elle ne veut pas que Madame de Montespan s'interpose. Et oui. Madame de Montespan qui joue les Mais moments là, gâteaux. si elle ne veut pas s'interposer, que Madame de Montespan s'interpose, c'est parce qu'elle considère que la mission qu'elle exerce auprès des bâtards est une mission d'État. Oui, 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 Parce absolument. que si elle le fait au nom de Madame de Montespan, c'est totalement différent. Elle devient complice du. Voilà, et elle ne veut pas être de la domestique. Donc Oui. il y a de l'orgueil aussi. Il y a de l'orgueil, mais il y a, peut il y a- pas être il y la a de la domestique de dignité. Madame de Oui. Montespan. Enfin, Alors- on est dans la psychologie, là. Hein. Ouais, oui, oui, mais on ne peut pas en sortir. Hein. Je dirais, pour une preuve d'orgueil aussi, c'est quand même qu'elle a joué un rôle considérable dans l'œuvre de Racine. Et dans les représentations à Saint-Cyr, elle se mettait au 4e, 5e rang, et non pas du tout au rang que lui aurait donné la position de femme de Louis XIV. Parce que le roi était là. Et donc, elle ne pouvait pas être à côté de lui. C'est pas possible. C'est le problème qu'elle est, elle est épouse non déclarée, donc elle ne peut pas siéger. Comme vous avez parlé des faux, à Bibliothèque Sainte-Geneviève, je m'intéresse à Bourdaloue, et dans une conférence faite en 1904, c'est-à-dire le bicentenaire de la mort de Bourdaloue, il dit que Madame de Maintenon a demandé au père Bourdaloue d'être son directeur de conscience, et que lui a dit que, comme il travaillait énormément ses sermons, qu'il les apprenait par cœur et qu'il les prêchait, il ne pouvait l'avoir que 2 fois par an. Oui, il n'avait pas le temps. Ouais. Voilà, et elle a répondu, je ne suis plus la phrase, mais c'est quand même intéressant d'être le directeur spirituel de Madame maintenant, ou quelque chose comme ça. Oui, oui. Et c'est exact, ça. Oui, il a refusé. Oui, oui. Du coup, elle a pris l'évêque de Chartres, Godet des Marais, qui a eu beaucoup d'influence sur elle, d'ascendant sur elle. Et Gobelin, quand elle a pris Gobelin, on peut se demander aussi s'il n'y avait pas une part de jeu pour montrer qu'elle avait vraiment un directeur de conscience très, très dur, ancien militaire, qui... Il y a une part de jeu chez elle, je pense aussi, mais c'est très difficile à... Mais on est dans les années de la Compagnie du Saint-Sacrement. Il y a un climat d'exaltation religieuse autour des Coulanges, Sévigné, de tous ces cercles qu'elle fréquente, Oui, qui a joué aussi. Madame Fouquet, Saint-Mandé. oui, oui. Et quand on dit Madame de maintenant, c'est d'époque ou c'est après? Comment on dit Madame de maintenant. Oui, c'était l'époque. Oui. Maintenant, À l'époque, oui, ça c'est maintenant. Madame de maintenant, c'est dans les années, fin des années 70. Oui, c'est Madame de Sévigné qui rapporte ça. Ce qui montre bien qu'il y avait quelque chose quand même. Mais ça, bon... Bah, oui, elle était... Elle avait beaucoup d'ennemis, mais je voulais savoir quelle était l'attitude du roi. Est-ce qu'il a été courageux? Est-ce qu'il l'a soutenu contre celui qui voulait du mal, ou comment il se comportait? C'est difficile parce que ceux qui lui voulaient du mal faisaient circuler des rumeurs, donc on n'a pas vraiment de prise sur la rumeur. Donc, et Louis XIV a toujours, enfin là je parle sous votre contrôle, mais il est plutôt tendance à étouffer, à laisser, sauf évidemment quand on peut s'emparer de l'auteur, de l'éditeur du pamphlet, là on le trucide sans état d'âme. Mais en général, il ne fait pas état des rumeurs. Hein. Pour l'affaire des poisons, par exemple, il étouffe l'affaire dès qu'il peut. Il n'y a pas de... Donc, ce n'est pas un manque de courage, c'est simplement une lucidité politique. Il ne peut rien faire, donc on ignore. Voilà. Bonsoir. J'ai une question. Vous parliez des relations entre Louis XIV et Madame de Maintenon. Est-ce que l'influence précieuse aussi a été importante pour elle, puisque vous avez dit qu'on ne sait pas s'il y a eu des relations sexuelles, et c'était surtout lié à sa religion, mais est-ce que l'influence précieuse qui préconisait la vertu a eu une influence peut-être sur les relations? Derrière la préciosité, oui, il y a un aspect féministe de femmes qui revendiquent en quelque sorte de pouvoir disposer et de pouvoir se refuser aux hommes qui les courtisent. Et donc, il y a ce climat-là dans
les cénacles que fréquente Françoise Caron, années 1640, 1650, encore 60. Et donc, il n'est pas impossible qu'elle pétrie de cet esprit-là, elle est refusée. C'est une bonne hypothèse là que vous me donnez. Vous en parlez aussi. J'en parle de Oui. ces comportements de préciosité. Bon. Et donc, il n'est pas impossible que cette référence à ce courant de la préciosité et l'ait aidé à garder une ligne claire dans ses relations avec le roi à l'époque où elle aurait pu, où elle aurait dû devenir sa maîtresse. Je voulais juste avoir un rappel. Elle était faite marquise à quelle date? Alors, le 1688. Mais on voit qu'elle s'intitule marquise déjà avant, mais c'est un titre qui n'est pas de fondement. Mais elle a été anoblie, disons, à quelle date? Alors, elle est noble. Elle est déjà elle était noble. noble, d'accord, mais je veux dire, elle a été Madame de Maintenon à quelle date? Alors, en fait, c'est le roi, elle achète le château de Maintenon, et le roi, début 75, l'appelle Madame de Maintenon, alors qu'elle était Madame Scarron. D'accord. Donc, ce faisant, évidemment, ça n'a pas beaucoup de valeur, mais c'est vraiment en 1688 qu'elle reçoit le titre officiellement. Simplement, le fait qu'il l'appelle comme ça dès 75, eh bien, ça lui donne une assise à la cour, puisque, évidemment, Madame de Maintenon, ça parle plus et ça parle mieux que Madame Scarron. Alors, ça va apporter peut-être un peu d'eau au moulin de Monsieur Petit-Fils, parce qu'il y a Je n'osais pas le dire, mais... une lettre qui est passée en vente il y a quelques jours à Orléans, aux enchères, et qui date du 11 novembre 75, et dans laquelle elle écrit à son neveu, Philippe de Villette. Alors moi, ça ne me dit rien, mais peut-être que Philippe prend son neveu. Elle lui écrit qu'elle a fait des recherches et qui lui permettront, je cite, qu'on le veuille ou non, de se rattacher que sa branche se rattache à la plus illustre des Daubigné d'Anjou. Oui. Ça, c'est connu. Ça. Ah, c'est connu, d'accord. Oui. Donc, bon, moi, je ne connaissais pas. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas la petite modeste fille. C'est pas que ça. Elle avait des ambitions quand même. Oui, mais parce qu'elle fait des attention, recherches. chercher à occuper un rang important, c'est pas une trace d'orgueil à cette époque-là, parce que toute la société s'explique comme ça. Donc elle est très fière de son nom d'Aubigné et elle est fière de trouver des rameaux supplémentaires qui la font remonter plus haut que son arrière-grand-père, parce qu'en fait on ne sait pas. Et alors qui lui donneront peut-être la possibilité et la légitimité d'aller dans le lit du roi. C'est-à-dire que non, plus on a une lignée qui remonte loin, meilleure est la position qu'on occupe dans la société. Ça va pas plus loin. C'est une nécessité sociale pour elle. Il n'y a pas d'orgueil personnel et il n'y a pas de volonté d'entrer dans le lit du roi en se servant de cet argument. Ça ne suffirait pas, parce qu'à ce moment-là, toutes les duchesses... Oui. Madame de Tiange, qui était la sœur de Madame de Montespan, se moquait de la lignée des Capétiens en disant que les Rochechouart de Mortemart étaient plus anciens que les Capétiens. Donc, elle lui faisait une faveur, finalement, en étant sa maîtresse. Philippe Levallois de Villette, c'est son neveu, mais à la mode de Bretagne, parce que c'est le fils de son cousin. Elle a été élevée par sa tante Levallois de Villette. Je voulais vous demander, toutes les sources que vous avez consultées vous donnent vraiment la preuve qu'il y a eu un mariage? Alors oui, c'est ténu, parce que tout a disparu. Évidemment, c'est un mariage secret, il n'y a pas de registre. Mais on a deux mentions explicites dans des lettres que lui adresse Godet des Marais. Et l'une de ces mentions est transcrite dans un des carnets secrets que je viens de montrer. Et ça, on l'a découvert récemment, on le montrera dans l'exposition. Vous aurez la preuve du mariage où il parle d'elle comme l'épouse du roi. Elle dira c'était des liens sacrés. Et ça, je ne pense pas que c'est un faux. Non, les carnets secrets. Non, mais quand elle dira à propos de ses relations avec le roi, c'était des liens sacrés. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Bon. Mais alors la date, il y a eu des grandes discussions. Oui, ça, la date, on ne la connaît pas en revanche. Un historien qui s'appelait Louis Astier qui a placé le mariage
1698, ce qui est absolument invraisemblable. Non, tout le monde est à peu près d'accord aujourd'hui pour dire que c'est à l'automne de 1683. On a même donné la date. Alors en fait, il faut d'abord que la reine soit morte. Bon, elle meurt fin juillet. Et après, la cour est à Fontainebleau. Et on revient à Versailles en début octobre, le 9 octobre. Et donc, comme Ézéchiel Spanheim laisse penser que l'archevêque de Paris est là, il faut donc, ça ne peut pas être Fontainebleau, donc c'est plutôt Versailles. Et donc, on est d'accord maintenant pour dire que c'est le 9 octobre, dans la nuit du 9 au 10. Et les présents à cet événement sont peu nombreux et on ne sait pas très bien finalement qui était présent. On a parlé de Bontemps, on a parlé de Louvois. En fait, pour un mariage de secret, il faut juste 2 témoins. Donc c'est possible que c'était l'archevêque de Paris et peut-être le confesseur du roi. Voilà. Alors, les mariages secrets, c'est même pas dans une chapelle, hein, ça peut se faire dans le coin d'une pièce. Chimarosa. Il n'y a pas de banc. Il n'y a pas de banc, voilà, oui. Et... Non, les mariages, en général, ils étaient très tôt le matin, au XVIIe siècle, 6 h du matin, 7 h du matin, oui. Alors, tout dépend. Si on doit communier, il faut être à jeun, et donc le mieux, c'est de le faire à minuit. Mais rien, enfin, il n'y a pas d'usage, oui, ça. Que garderiez-vous du... Excusez-moi. Oui, que garderiez-vous, in fine, de l'héritage politique de son héritage politique, à part l'impact sur le testament du roi Louis XIV, finalement vous avez globalement plutôt minimisé son héritage politique, me semble-t-il. Son plus bel héritage, c'est Saint-Cyr. C'est Saint-Cyr dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai que c'est un sujet énorme. Mais Saint-Cyr, c'est une vision de l'éducation féminine. C'est extrêmement moderne parce que on a parlé, elle était sous influence de Fénelon, mais Fénelon a publié après Saint-Cyr. Et puis les principes de Fénelon ne sont pas ceux de Madame de Maintenon. Fénelon, il veut, c'est l'apôtre de la femme au foyer qui se tient à son rang, pour faire simple. Hein. Madame de Maintenon, elle veut former c'est encore un dérivé de la préciosité. Elle veut former une épouse qui est capable de tenir une conversation et qui est aussi capable de tenir sa maison. Hein. C'est jamais déconnecté des aspects les plus pratiques. Et c'est en cela que c'est très moderne, parce que ça a de l'avenir. Et Saint-Cyr a duré jusqu'à la fin de l'Ancien Régime en France et a été copié dans d'autres pays d'Europe, en Autriche, à Saint-Pétersbourg aussi, par Catherine II, toujours des Marie-Thérèse d'Autriche, Catherine II, des femmes de pouvoir, des femmes d'État qui se sont inspirées de Saint-Cyr pour créer des institutions semblables dans leur pays et qui, elles, ont subsisté jusqu'au début du XXe siècle et qui ont donc continué à véhiculer ce modèle modèle féminin adapté à l'élite, hein, parce qu'il s'agit évidemment de former des jeunes filles de la noblesse, pauvres, mais de la noblesse. C'est le programme de Madame de Maintenon, c'est ce qu'elle avait été enfant et ce dont elle avait manqué. Donc elle a voulu réparer le manque dont elle avait été victime en permettant aux jeunes filles, partageant sa noblesse et aussi la pauvreté qu'elle avait connue, de pouvoir bénéficier d'un véritable, plus que d'un programme pédagogique, mais d'une éducation, d'un programme éducatif. Oui, Madame de Pompadour était fascinée par le modèle de Madame de Maintenon et elle a voulu effectivement inspirer une institution semblable pour les garçons à l'école militaire. Oui. Oui. Enfin, je ne veux pas revenir sur la vie intime de Madame de Maintenon, mais autour de Villarceau, il y avait Ninon de L'Enclos. Oui, on n'en a pas parlé dessus. C'est très important d'avoir une copine qui s'appelle Ninon de L'Enclos. Oui, mais alors là, ça nous emmènerait très loin. Oui. Mais effectivement. Je voudrais savoir quelle opinion vous avez du film Saint-Cyr, qui est très beau esthétiquement, mais au-delà de ça. Alors, tiens, c'est amusant que vous me posez. Je vais le revoir ce soir. C'est une vision un peu caricaturale, je trouve, où on fait de Madame de Maintenon une espèce d'hystérique
Enfin, dans le souvenir que j'en ai, et ça tient à l'actrice Isabelle Huppert, qui est est une femme qui veut établir son pouvoir. Et c'est rien de tel chez Madame de Maintenon. Elle veut être respectée, mais c'est une conquête chez elle. Elle considère qu'il faut qu'elle se rende respectable. Et on le voit très bien dans les exercices, les conversations qu'elle rédige pour Saint-Cyr. Elle fait appel au raisonnement, à la capacité à raisonner des jeunes filles pour créer un ascendant. C'est pas du tout par la voie autoritaire, c'est par la voie de l'exemple. Oui. C'est une autorité de velours, et c'est pas du tout ce qu'on voit dans ce film. Saint-Cyr n'est pas complètement à côté de ça. Oui. Simplement, ce qu'il y a dans Saint-Cyr, je me souviens, il y a la lutte contre les parlers locaux, les patois. C'est un aspect qui lui était assez à cœur aussi. Elle militait pour la beauté de la langue française, de la langue qu'on parlait à la cour. Et donc, ces jeunes filles qui venaient de toutes les confins, toutes les provinces du royaume, il fallait leur faire abandonner. C'est un peu la politique de la Troisième République, leur faire abandonner ces usages locaux pour promouvoir et consacrer la beauté de la langue française telle qu'on l'a parlé dans l'entourage du roi. Il y a un peu, chez Louis XIV, avec Versailles, où il installe la cour, le gouvernement à Versailles en 82, avec donc cette idée d'avoir l'élite de la noblesse autour de lui, qui elle-même va exercer son rayonnement sur le reste de la noblesse de France, qui elle-même va innerver l'ensemble du royaume. Eh bien, Saint-Cyr, c'est le côté féminin. Par les femmes, on va pouvoir polisser la société française dans son ensemble en travaillant à partir de l'élite. Là, pour Saint-Cyr, j'ai au moins 2 chapitres dans le livre, parce que pour moi, c'est beaucoup plus important que les histoires de... Même si c'est pas de la petite histoire. C'est pas de la petite histoire, mais Saint-Cyr du point de vue de la sincérité, du point de vue de la conversion du roi, du point de vue de l'évolution spirituelle de Madame de Maintenon. Ce point de vue est important. C'est pas simplement une histoire de coucherie entre maîtresses. Bien sûr, mais Saint-Cyr, il y a savoir, par exemple, pour Madame de Soubise, on a des doutes. On ne sait pas trop si Madame de Soubise a été la maîtresse de Louis XIV ou pas. Alors certains racontaient que quand son mari allait à Paris, elle mettait ces boucles d'oreilles d'émeraude pour faire signe au roi. Bon. Mais d'autres ont dit non, pas du tout. Il y a eu des études, exactement. C'est le cas de le dire. Il y a eu donc il y a des discussions. Mais là, ça n'a aucun intérêt. Ça appartient à la petite histoire. Madame de Maintenon, c'est autre chose. Oui. Et ça touche la personnalité même du roi. Je suis tout à fait d'accord. Mais Saint-Cyr est encore une autre dimension qui là... Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup pour cette présentation. On a l'impression qu'en fait, on a une individualité qui essaie d'accéder à... Enfin, qui a une ascension sociale. Mais est-ce qu'elle a pu créer un réseau autour d'elle à la cour ? C'est-à-dire, on imagine, enfin, quand on regarde l'histoire des maîtresses royales, on sent qu'en fait, elles sont portées, la plupart du temps, et notamment Madame de Pompadour, elles sont portées par un clan. C'est un clan qui les amène auprès du roi. Est-ce que là, on est avec Madame de Maintenon, et c'est ce qui la rend peut-être tout à fait particulière, est-ce que c'est une individualité ou est-ce qu'elle est entourée aussi Alors, ce n'est pas un clan au sens Madame de Pompadour, qui est portée par le clan des financiers, Poisson, tout ça, mais elle a derrière elle cette culture de la préciosité. C'est une sorte de république de l'esprit, des lettres, qui, d'ailleurs, dès qu'elle est au sommet de sa faveur, on voit reparaître à la cour Mademoiselle de Scudéry, les soirées d'appartement, tout ça, évidemment. Mais ce n'est pas un clan avec des intérêts à défendre, c'est simplement un clan qui... un courant d'esprit qui s'impose à la cour à la faveur de ce qui est sa réussite personnelle. Et donc, elle est tout à fait atypique. Elle n'a pas d'intérêt de parti, de bas intérêt à soutenir. En revanche, c'est vrai, elle fait profiter de ses faveurs et des faveurs du roi pas mal de membres de sa famille qui connaissent une des progressions de carrière assez rapides. Mais enfin, c'était monnaie courante à l'époque, dès qu'on avait
Et elle s'est constituée à la cour un cénacle d'amis, mais alors dans les marges qui lui étaient possibles, parce qu'elle n'est pas non plus, elle n'est pas, à la différence d'une favorite déclarée, comme l'a été Madame de Pompadour, elle n'a pas ce rang-là. Elle est officiellement, elle est dame d'atour de la Dauphine. Et ensuite, après la disparition de la Dauphine, elle n'est plus rien. Simplement, elle est toujours là, mais on ne sait pas à quel titre. Personne n'est dupe, quand même. Personne n'est dupe, mais elle a quand même, à partir du moment où vous êtes sous les phares de la cour, eh bien, vous attirez les quémandeurs. Donc, elle joue nécessairement un rôle dans la distribution, ce qu'on appelle les bienfaits du roi. Elle est un rôle de courtier, comme disent les anglo-saxons. Elle attire et on la flatte, on l'entoure, et se constitue nécessairement un clan qui n'a pas la même origine, ni la même signification que d'autres clans, qui eux sont des clans constitués pour pousser quelqu'un. Là, c'est un clan qui se constitue parce qu'elle est installée au pouvoir et qu'on a besoin quand on a besoin d'une faveur, on va voir Nanon Aubert, qui était sa femme de chambre, et on lui glissait une petite pièce pour faire passer un placet. Voilà, donc il y a des jeux pour atteindre le roi. Et donc, elle est un des canaux pour atteindre le roi. C'est évident dans ce système de cour, où, plus les problèmes des bénéfices ecclésiastiques, où elle a joué un rôle non négligeable. Là. Et ça, c'était sa propre volonté, pour essayer d'organiser l'Église de France, subissant des influences des uns et des autres, d'ailleurs. Merci pour cette conférence. Juste une question. Pensez-vous que si le testament de Louis XIV n'avait pas été cassé, l'attitude des parlementaires sous Louis XV aurait été plus modérée? Vous répondez, Jean-Christian Lafont. C'est pas facile. Justement. C'est toujours de l'Uchronie, donc je pense que, en tout cas, le droit de remontrance qui a été restitué au Parlement a eu un rôle néfaste tout au long du XVIIIe et a été une des causes de la Révolution. Une des causes, pas toutes les causes, bien sûr, mais le régent a essayé de revenir sur cette décision parce qu'il a accepté, lui, pour gagner le pouvoir, pour obtenir la plénitude de la régence, il a négocié avec, bien entendu, les parlementaires, avec les ducs et pairs, avec les jansénistes, tous les opposants, très habilement, à Louis XIV. Merci.